J'étais supposé faire un short de l'épisode 72. L'épisode 72. Je devais donc faire un short de cet épisode en 1 minute 20, voire 2 minutes et tout, et c'était pas possible pour moi. C'était vraiment pas possible pour moi, parce qu'il y a trop de choses à dire sur cet épisode, bon sang. Du coup, à l'instar d'une autre vidéo sur un épisode, voilà, je vous fais la version longue directement. C'est selon moi l'un des épisodes les plus sous-estimés de la série. Dès le départ, la Toei Animation, elle hérite d'un véritable cadeau empoisonné avec Saga. Son armure, elle est extrêmement détaillée, riche en motifs, mais contrairement à d'autres Gold Saint, son combat contre Seiya est particulièrement mobile. Et pourtant, Masayo Naoi s'en sort remarquablement bien. Le résultat est même impressionnant. Beaucoup de plans centrés sur Saga sont magnifiques, notamment lorsqu'il réagit ou exprime ses émotions. C'est d'ailleurs dommage que Masayo Naoi soit tombé en disgrâce auprès d'une partie des fans à cause de son travail sur le 4e film. Mais cet épisode rappelle surtout une chose, Araki et Himeno n'étaient pas les seuls grands talents de la série. Je le répète souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler. D'ailleurs, Michi Himeno elle-même saluera l'animation de cet affrontement lors d'une interview assez récente. La réalisation est assurée par Masao Ito, mais le storyboard est signé de Shigeyasu Yamauchi, et honnêtement, cela s'en ressent. Certains cadrages rappellent immédiatement sa patte, notamment plusieurs plans mettant en valeur Seiya. Au final, sur le plan technique, cet épisode mérite beaucoup plus de reconnaissance qu'il n'en reçoit habituellement. Il me fait penser à l'épisode 27 animé par Tetsuro Aoki. Dans les deux cas, la barre est placée très haut. Parmi les animateurs principaux, on retrouve également Hitoshi Inaba, un nom que les fans connaissent peut-être moins, mais qui a pourtant participé au 4e film. On le retrouvera aussi sur Dragon Ball Z et plusieurs films de la franchise, ainsi que sur les OAV du Mickey N. Même constat pour Tomohiro Koyama, qui travaillera plus tard sur Lost Canvas. Quand on regarde les crédits des différentes adaptations de Saint Seiya, on se rend compte qu'il y a eu énormément de passerelles entre les équipes au fil des années. Alors passons maintenant à l'adaptation. La première partie de l'épisode adapte le manga, tandis que la seconde est totalement inédite. Et ce n'est pas un hasard. À ce moment-là, l'anime avait pratiquement rattrapé la publication du manga. Malgré cela, plusieurs dialogues ont été supprimés. Le plus notable concerne Shaka, qui demande à Aiki de ne pas tuer l'imposteur, car il a perçu du bon en lui malgré tout. C'est une suppression regrettable. Mais il est probable que l'équipe savait déjà qu'elle ne pourrait pas apporter de réponse satisfaisante à ce mystère dans l'immédiat. L'épisode débute ensuite sur une situation particulièrement désespérée. Saga prive Seiya de ses 5 sens. Et lorsqu'on se souvient à quel point Ikki avait souffert face à Shaka dans les mêmes conditions, on comprend immédiatement l'ampleur du danger. Seiya lui donne tout ce qui lui reste, et cela permet le retour d'une technique devenue extrêmement rare, le Pegasus Rolling Crash. Dans le manga, elle n'avait plus été utilisée depuis le combat contre Moses. Dans l'anime, il fallait remonter jusqu'à l'affrontement contre Shaina. Oui, Seiya l'utilise face à Shaina. Pendant ce temps, l'ascension d'Ikki est raccourcie, sa rencontre avec les autres bronzes disparaît complètement, alors probablement pour réserver un rôle plus important à Athena dans l'épisode précédent. Malgré cela, les scènes d'Ikki restent particulièrement réussies. Ses dialogues sont touchants et surtout, ses larmes apportent une émotion sincère. Après tout, il est désormais le dernier héros encore capable de combattre. Et là encore, difficile de ne pas penser au premier film. Côté musique, le thème M27 fait son retour. Associé depuis toujours à Ikki, il trouve probablement ici sa meilleure utilisation de toute la série. Le sound design est également remarquable. Comme dans l'épisode 71, tout ce qui touche de près ou de loin au temple du pop bénéficie d'un sound design
particulièrement soignée. Alors concernant les techniques de Saga, c'est l'Another Dimension qui est utilisée et c'est logique. À cette époque, la technique, le Galaxian Explosion n'avait pas encore été dévoilée dans le manga. Il faudra attendre quelques chapitres plus tard dans le Weekly Shonen Jump pour voir apparaître cette technique. L'affrontement prend ensuite une tournure intéressante. Contrairement au manga, Ikki parvient à atteindre Saga. Les plans montrant le Gold Saint s'écraser contre une colonne sont magnifiques. Puis arrive l'un des plus grands moments de l'épisode. Incapable de se débarrasser d'Ikki autrement, Saga provoque un séisme à l'intérieur du temple. L'animation est superbe. La manière dont Saga frappe Ikki est juste incroyable. On y croit à ce coup de poing. Et cette fois, le Gold Saint des Gémeaux arrive à se débarrasser du dernier allié de Seiya, même s'il reviendra à la charge dans l'épisode suivant. La musique Tobey Pegasus accompagne parfaitement la scène. Comme le thème M27, je pense que nous sommes ici face à sa meilleure utilisation dans toute la série. Juste avant cela, nous avons droit à une autre séquence particulièrement réussie. Les compagnons de Seiya lui viennent en aide grâce à leur Cosmo. C'est court, mais très efficace. Et encore une fois, la comparaison avec le premier film semble inévitable. Plus j'observe cette fin originale du Sanctuaire, et plus j'ai le sentiment que le film de Kosumo Ishida a servi de source d'inspiration. Même dans les dialogues, acculé, Seiya ne pense plus qu'à une seule chose, sauver Saori. Il se contente même de prononcer son nom, une approche qu'on retrouve dans tous les films de la série. Toujours sur le plan musical, j'apprécie ces quelques notes de piano. Alors je pense que c'est la musique M79, mais j'ai un petit doute. En tout cas, c'est un thème rarement utilisé dans la série, mais il est toujours agréable à entendre. Le manga choisira pas tout à fait la même chose que l'adaptation animée. Seiya parvient à sauver Saori, mais également Saga dans le manga. Mais il est raisonnable de penser que Toei Animation disposait déjà de quelques informations concernant la conclusion de l'arc. Voilà pourquoi ces quelques éléments ressemblent un peu ou de loin au manga. Impossible également de parler de cet épisode sans évoquer Kazuyuki Sogabe. Sa prestation est tout simplement exceptionnelle. Les fans de Sailor Moon le connaissent notamment pour son interprétation de Kunzit. Et son incarnation de Saga marquera tellement les esprits qu'il reprendra le rôle dans le troisième film. Sauf qu'attention, Saga est supposé être bon à ce moment-là. Et il en sera de même que ce soit à la fin d'Asgard ou dans les flashbacks consacrés à Kanon. La Toei a dû estimer que sa voix convenait parfaitement au bon Saga, remplaçant ainsi Akio Nojima. La version française mérite elle aussi d'être saluée. Michel Barbet, qui nous a malheureusement quittés cette année, livre une prestation remarquable et son rire reste à mes yeux l'un des plus réussis du personnage. Chevalier Félix, je te condamne à errer dans ce labyrinthe spatio-temporel jusqu'à la fin des temps. Finalement, Seiya semble succomber au dernier assaut de Saga, mais au même instant, l'espoir renaît, avec la résurrection d'Athéna. Le suspense est total, et le teaser de l'épisode suivant se montre étonnamment discret sur le sort de Saori. Au final, nous avons là un épisode exceptionnel, un épisode qui mérite largement d'être redécouvert, pour son rythme inhabituel, pour son animation remarquable, mais aussi pour cette atmosphère unique qui accompagne les derniers instants du Sanctuaire. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode 72 qui restera à jamais un de mes favoris de la licence. Voilà pour cette petite vidéo, prenez soin de vous, à très bientôt, et j'essaierai de parler des premiers chapitres du manga Tenkaichen. J'espère que je dirai pas trop de bêtises surtout.